Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour la rediffusion des journées du RMT Maël. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 10, dans lequel l'utilisation de l'outil Maël vous sera présentée. Effectivement, on a surtout parlé des chiffres issus de l'outil, mais c'est bien un outil qui a été conçu et qui peut être utilisé dans d'autres cas. Donc c'est pour ça qu'on voulait faire un focus sur cet outil-là. Donc tout d'abord, un point sur les caractéristiques qu'on recherchait dans cet outil et pourquoi on a fait un nouvel outil, parce que vous allez me dire, il existe déjà beaucoup d'outils. On en a construit un nouveau pour les raisons suivantes. La première raison était qu'on voulait faire un lien fin entre les pratiques réalisées dans les élevages et les résultats très macro. Donc on voulait que ces bilans globaux français puissent être sensibles aux performances techniques des animaux, à la façon dont ils étaient alimentés et à la façon dont étaient gérés leurs effluents. Donc ça, c'était notre première ambition. Et la deuxième, qui est très liée à la première, c'était qu'on voulait qu'il y ait une cohérence entre l'alimentation, les rejets, les émissions gazeuses. Et donc, tout ça, on voulait l'embarquer dans l'outil pour être sûr qu'on n'allait pas créer de la matière ou faire disparaître de la matière en considérant tous les flux. On voulait bien évidemment avoir une vision macroscopique, puisque c'était l'enjeu du RMT Maël que d'avoir cette vision globale des flux nationaux des élevages en prenant en compte les importations et exportations, puisque un territoire, comme je vous le disais ce matin, n'est pas complètement fermé aux autres, et donc il y a bien un lien qui s'opère avec d'autres territoires. On voulait pouvoir, et ça je pense que vous l'avez bien constaté dans les différentes présentations, visualiser les contributions relatives des différentes filières animales pour pouvoir aussi travailler les leviers au sein de chacune de ces filières. On voulait un outil qui permette de représenter la situation actuelle, mais qu'on puisse réutiliser dans des travaux futurs, dans des ouvrages, enfin, dans des études de prospective. Et on voulait, deux autres points, visualiser rapidement les résultats et avoir la possibilité de créer, de calculer de nombreux indicateurs parce que nous avions dans cet outil accès à de nombreux chiffres. Et donc, ça a donné lieu à l'outil qu'a construit Emma, que Emma va vous présenter. Donc vraiment pour présenter rapidement l'outil, donc c'est une base de données qui a été créée sous Excel. Donc je vais surtout présenter les différents onglets qui existent et après ça reprend un peu toutes les méthodes de calcul qui ont été présentées aujourd'hui. Donc juste pour reprendre les principes de calcul, donc la base du calcul ça a été à l'échelle des cas types d'élevage comme ça a été expliqué tout au long de la journée. Donc qui va de l'alimentation des animaux avec le détail des matières premières données aux animaux jusqu'à la production d'effluents bruts et aussi des produits animaux et sous-produits au portail de la ferme. Donc suite à ça, on a prolongé les calculs en prenant en compte différentes filières de valorisation des effluents et donc jusqu'à l'épandage des effluents. Les calculs, ils ont aussi été prolongés, donc comme on a vu cet après-midi, en prenant en compte différentes filières de valorisation des produits animaux et sous-produits animaux au portail de la ferme. Donc, comme on l'a vu avec la présentation de Maxime et Justine, les différentes utilisations, donc le lait qui a été distribué entre le lait, les produits laitiers ou le fromage, par exemple. Et ensuite, on a fait donc toutes les connexions des produits animaux aux consommations alimentaires des Français, donc comme on l'a vu cet après-midi aussi, en prenant en compte tout ce qui était importation, exportation. Donc, comment est construite la base de données? Donc, on a déjà un premier onglet qui va regrouper tous les cas types comme on a vu ce matin. Donc, en colonne, on va avoir chaque cas type pour chaque filière animale. Donc, comme l'a dit Sandrine aussi ce matin en répondant à la question de Fabrice, ça va être des cas types qui peuvent être modifiés. Et donc, en ligne, on va avoir tous les intrants de l'élevage, donc les aliments, les animaux, l'eau, l'énergie et la paille utilisée. Donc avec plusieurs lignes pour toutes les matières premières, notamment. Et ensuite aussi toutes les sorties, donc les produits animaux, les déjections et les émissions directes, indirectes. Et on a aussi des occupations de surface. Un petit complément sur les cas types. Donc, on vous a dit plusieurs fois à l'échelle de la journée que ces derniers étaient issus de Agribalise. Donc, l'avantage de passer par cette base de données, c'est que c'est déjà une méthodologie commune partagée pour toutes les filières agricoles qui a été conçue. Donc, et pour tous les inventaires agricoles réalisés dans Agribalise, ces inventaires sont réalisés avec un outil commun qui s'appelle MINS et qui est piloté par INRAE. Donc, ça veut dire que
tous les cas types porc, bovin, volaille qu'on a utilisés, ils ont tous été évalués de la même façon. Donc ce sont les mêmes modèles d'émissions pour l'ammoniac et pour tous les gaz. Et ça, pour nous, c'était très, très important. Autre élément important du fait d'être corrélé à Agribalise, c'est que quand un inventaire Agribalise est réalisé, par exemple le porc conventionnel Moyenne-France, cet inventaire, même s'il est réalisé par l'IFIP, il passe par une étape de validation externe. Donc il y a des personnes extérieures à l'IFIP qui vont regarder tous nos chiffres, qu'est-ce qu'ont mangé les animaux, quelles sont les performances techniques, et qui vont valider que c'est crédible par rapport à la réalité d'aujourd'hui. Donc voilà pourquoi Agribalise assure une certaine crédibilité de tout ce qui est lié à ces cas types. Et ce n'est pas juste des cas types construits par un ingénieur tout seul dans son bureau. C'est vraiment des cas types qu'on retrouve dans cette base de données nationale. Donc, pour continuer sur la base, donc on a aussi un onglet qui va regrouper tous les effectifs animaux qui ont été présentés ce matin. Et donc ça, juste pour retenir que c'est aussi des effectifs qui sont modulables dans les calculs, comme va le présenter Sandrine juste après, et donc pour les scénarios prospectifs notamment. Donc ensuite, on va avoir, comme expliqué aussi ce matin, des taux de représentativité des différents cas types dans ces effectifs, donc une distribution des effectifs en fonction des cas types. Et donc, si on va avoir différents onglets en fonction des différents calculs qui ont été présentés tout au long de la journée, donc avec l'exemple toujours de l'alimentation, où donc on va avoir cet onglet alimentation qui reprend toutes les listes des matières premières utilisées en ligne. Et donc, on va recalculer pour l'effectif d'un cas type les quantités de matières premières totales utilisées. Et donc, si on somme tous les cas types, on a la somme par élevage, tout simplement. Et donc, ça, c'est le cas pour chacun des calculs. Donc maintenant, on va vous donner un exemple d'utilisation qui a été réalisé dans la filière porcine très récemment. Donc dans la filière porcine, on avait envie, par rapport à toutes les questions qu'il y a d'avenir, de construire des scénarios d'avenir spécifiquement pour cette filière, pour horizon 2050. L'idée, c'était d'en construire plusieurs, et c'était surtout ça un objectif essentiel du travail, c'est de ne pas avoir qu'un seul scénario, puisque pour voir clair en l'avenir, l'idée, c'est d'en avoir un maximum sur la table et de voir les avantages et inconvénients de chacun. Donc, l'idée, c'est de construire plusieurs scénarios. Et pour construire tous ces scénarios, on a donc croisé différentes variables qui étaient le volume national de la production porcine, le type de production porcine, le niveau de déploiement des bonnes pratiques dont a parlé Nadine ce matin sur les émissions gazeuses. Voilà, quel était ce niveau de développement des bonnes pratiques au sein des élevages, et quelle était, et on en parlait dans la présentation qui précédait, la consommation en produits porcins des Français. Donc au final, il y a une vingtaine de scénarios qui ont été construits. Donc pour la production totale, on a considéré quatre niveaux. Le premier qui était la production actuelle de la filière porcine. On a considéré une production qui pouvait être augmentée à 110% de la consommation des Français. Alors, cette idée de départ, ce n'est pas de surproduire du porc en France. Elle était basée sur le fait qu'il y a une plus grosse consommation de jambon que des autres pièces du porc. Et donc, si on veut couvrir 100% des besoins en jambon, on doit produire au-delà de 100% de la consommation en porc des Français. Donc, c'était ça, ce 110%. Il y avait une hypothèse à moins 18% de la production par rapport à aujourd'hui. Et ça, c'était en suivant des tendances pessimistes d'évolution observées au niveau de la filière porcine. Et le dernier niveau de calage du volume de production était calé sur les objectifs de la SNBC 2. Donc ces objectifs, ils sont de réduire de 46% les émissions agricoles entre 2015 et 2050. Donc la SNBC 2 ne dit pas que le porc doit réduire de 46% ses émissions de gaz à effet de serre, mais on a repris cet objectif-là au niveau de la filière porcine pour voir ce que ça donnait. Et donc, pour tous ces niveaux de production-là, en fait, dans l'outil d'EMA, on a changé l'effectif total, tout simplement, dans le calculateur réalisé par EMA. Le deuxième niveau, c'était les types de production porcine. Donc, on a surtout fait une distinction entre le conventionnel et biologique, et ceci étant deux modèles très, très différents en termes de flux et en termes de type d'élevage. Donc, d'abord, le niveau de l'agriculture biologique actuelle a été considéré, qui est à 2% du volume de production totale, et on a monté très fortement ce niveau à 50% dans une autre option.
Ce sont des options qu'on trouve dans certaines prospectives. Donc c'est pour ça que nous avons repris cette option. Pour le niveau de développement des bonnes pratiques environnementales, on a bien sûr pris en compte le niveau de déploiement actuel et on a poussé dans une deuxième option ce niveau de développement de façon optimum. On ne l'a pas généralisé, puisqu'il n'est pas généralisable, mais on l'a vraiment poussé à l'optimum. Et pour les consommations, donc on a considéré les consommations actuelles dans une première option, et dans une deuxième option, on a réduit ces consommations de 20%, ce qu'on peut trouver aussi dans certains documents. Donc pour tous ces éléments-là, on les a renseignés dans le calculateur dont a parlé Emma. Donc concrètement, pour tous ces élevages 2050 conventionnels, là, c'est lié à la question de Fabrice ce matin. On a créé dans l'outil réalisé par Emma 2 nouveaux cas types. Donc on a créé de nouvelles colonnes en renseignant tous les entrants, tous les sortants correspondant à ces nouveaux cas types qui intègrent le niveau de déploiement optimum des bonnes pratiques. Et dans ces cas types-là, il y a aussi une amélioration des performances techniques en suivant l'évolution des performances observées, sans la suivre de façon linéaire jusqu'en 2050, en considérant qu'elle va être plafonnée aussi au bout d'un moment de par le réchauffement climatique, et en considérant différents niveaux de déploiement des bonnes pratiques. Donc c'est ce que vous avez représenté ici, hein, ce sont plusieurs bonnes pratiques alors liées à l'utilisation de soja non déforestant, liées à des bonnes pratiques insérées dans le bâtiment d'élevage, principalement pour réduire les émissions gazeuses, des bonnes pratiques au stockage et également des bonnes pratiques à l'épandage. Donc ce qu'on voit, c'est que dans la version actuelle, on ne part pas de rien, et c'est ce qu'il y a déjà dans la base de données Maël, hein, de calcul des chiffres clés. Et on voit que dans le cas des élevages optimisés pour 2050, on a vraiment poussé ces curseurs au maximum lorsque l'option bonne pratique était donc optimisée. On a également, à partir de ce calculateur sous Excel, généré plusieurs indicateurs qu'on avait spécifiquement envie de suivre. Donc, on a un premier indicateur qui était un bilan gaz à effet de serre global, et je vous détaillerai ce qu'il recouvre. Un bilan gaz à effet de serre uniquement émis sur le sol métropolitain, des émissions d'ammoniac, des surfaces mobilisées pour alimenter les ports, des coûts liés aux bonnes pratiques et un taux de couverture des besoins alimentaires des Français. Donc tous ces indicateurs-là, ils ont été rajoutés dans un nouvel onglet. Hein. On a été chercher pour chaque scénario toutes les données dont on avait besoin et pour calculer tous ces indicateurs. Donc un petit détail sur le bilan carbone et ce qu'il recouvre. Donc le bilan carbone global, il prend en compte les émissions de gaz à effet de serre liées aux ports et à leur gestion des effluents sur la ferme, mais également les émissions liées à l'alimentation des ports, que les intrants alimentaires soient produits sur le territoire français ou qu'ils soient importés. Et ce bilan gaz à effet de serre va également prendre en compte si dans un scénario il y a moins de produits porcins générés, il va y avoir plus d'importations et donc des émissions liées à ces importations. Donc le bilan intègre ces importations et leurs impacts gaz à effet de serre. De la même façon, si dans un scénario il y a moins de cochons et donc moins de lisiers disponibles pour fertiliser, il y aura plus d'utilisation d'engrais minéraux avec des émissions gaz à effet de serre associées. Et donc ces émissions supplémentaires ont également été prises en compte. Et dans le cas de l'émission nationale liée à la SNBC, il y a uniquement les émissions gaz à effet de serre qui ont lieu sur le territoire. Pour vous présenter les résultats, vous allez dans les résultats voir les 3 niveaux de production de la production porcine, 110% de la conso, le tendanciel réduit et le volume fixé sur la SNBC. Et on va suivre 2 indicateurs avec le bilan gaz à effet de serre global et la couverture des besoins alimentaires des Français. Donc, dans le cas de la 110% de la consommation, on voit qu'on produit un petit peu plus. Dans le 18% en moins, forcément, on a 18% en moins de production. Et dans la SNBC, le niveau de production sera lié à l'atteinte de l'objectif de moins 46%. Donc, dans le cas d'une hypothèse d'une consommation en porc qui est celle d'aujourd'hui, on voit que dans le cas du 110%, forcément, on produit un peu plus, donc on émet un peu plus de gaz à effet de serre par rapport à aujourd'hui. Et on couvre largement, on couvre les besoins alimentaires des Français.
Dans le cas du scénario tendanciel moins, on a amélioré le bilan gaz à effet de serre, mais on ne couvre plus totalement le besoin alimentaire des Français, donc on doit avoir affaire à des importations. Et dans le cas d'une réduction de 46%, on voit qu'on est obligé de réduire de façon bien plus importante la production porcine, et pour autant, avec un bilan gaz à effet de serre global qui n'est pas tellement amélioré par rapport à la situation précédente. Donc ça s'explique par le fait que pour réduire les émissions de 46% qui ont lieu sur le sol français, on a dû réduire beaucoup la production porcine, mais comme on ne couvre plus du tout les besoins alimentaires, on importe, et finalement cette importation, elle redégrade le bilan qui a été amélioré par la diminution des porcs sur le sol français. Donc c'est pour ça que là, vous avez un niveau presque équivalent. Et si maintenant on combine une réduction de la consommation en produits porcins de 20% avec un niveau optimal de déploiement des bonnes pratiques, on voit qu'on améliore le bilan carbone dans toutes les situations jusqu'à près de 45%. On voit qu'on couvre les besoins alimentaires presque partout, là pas tout à fait, mais on est un peu en dessous, et qu'on réduit dans les deux cas qui sont plus efficaces sur les gaz à effet de serre, on réduit entre moins 18 et près de moins 28% la production porcine. Si maintenant on veut généraliser, enfin pas généraliser, avoir 50% de production biologique, donc là on voit que le bilan gaz à effet de serre, il est dans les deux premiers cas dégradé, mais on a quand même une couverture des besoins alimentaires des Français. Et dans le dernier cas, on voit que le bilan gaz à effet de serre est certes amélioré de 20%, mais que par contre, on diminue vraiment de façon considérable la production porcine et on ne couvre pas les besoins alimentaires des Français. Donc, en message clé, ce qu'on voulait partager avec vous, c'est qu'avec l'outil Maël, on a vraiment un outil avec un fonctionnement qui permet de concilier précision et rapidité d'obtention des résultats et souplesse dans l'utilisation pour calculer des nouveaux indicateurs, et que cette expertise, elle peut être sollicitée via les instituts techniques animaux pour d'autres utilisations que la filière porcine, voire des utilisations multifilières. Et donc pour cela, vous avez 3 contacts au niveau des différentes filières animales qui sont ici présentées et que vous avez vu intervenir aujourd'hui avec Maxime, Élise et moi-même. Et donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voyez des usages qui pourraient intéresser votre filière. Merci.